Voilà, nous sommes en direct et je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour les amis. Bonjour Tuga. Alors je ne vais pas tous vous citer aujourd'hui, ça va être fastidieux. Et le temps nous est compté quand même un petit peu. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Nous sommes avec Monsieur Collomb. Nous sommes avec VR aussi, qui est co-animateur. Et je vais vous donner le temps d'arriver progressivement. Vous êtes déjà 8, hein, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on sera nombreux. J'espère que vous avez partagé. En tout cas, n'hésitez pas à partager même maintenant sur vos réseaux sociaux, qu'on soit un maximum de gens. Et de suite, hein, je vais être concis, je vais donner la parole à VRP. VRP, bonjour. Bonjour, écoutez, merci de m'avoir invité. Merci à Michel d'être avec nous aujourd'hui. Surtout que je sais que votre timing est serré. Vous allez donc sortir un nouveau livre dans les tout prochains jours, les prochaines semaines. Je vais vous laisser nous en parler plus en détail. Moi, je vais commencer par vous faire un petit peu de pub parce qu'en fait, je suis doublement content de vous avoir aujourd'hui parce que je suis réellement un fan de la première heure. Et là, j'ai quelques productions près de moi que je vais présenter aux abonnés. Je sais pas si on va bien les voir. Donc, les 100 pires citations des présidents américains. Donc, qui est à mon avis un très bon moyen de rentrer dans le travail de Michel. Je vais le présenter de nouveau pour la petite page assez longtemps. Hop, je le montre bien. Tac. Et un autre qui est revenu qui est revenu d'actualité, pas directement lié à Charlie, mais par rapport à la Palestine et à l'hystérie journalistique en Palestine. C'est Je suis ou je ne suis pas Charlie, qui est vraiment tout à fait redevenu d'actualité. Il y a un autre que j'ai pas avec moi, que je conseille également à tout le monde, qui s'appelle Les 7 péchés d'Hugo Chavez, qui, contrairement à ce que laisse penser le titre, ne parle pas que d'Hugo Chavez et que du Venezuela. Donc il prend effectivement comme base le Venezuela comme lutte entre le Nord et le Sud, mais qui trace vraiment donc toute la voracité de l'élite présente dans l'hémisphère Nord par rapport à l'hémisphère Sud. Donc voilà, Michel, une nouvelle fois, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser poursuivre. L'idée, je reprends un petit peu. L'idée, ça serait d'évoquer déjà votre parcours, parce que ce qui nous intéresserait serait de savoir comment on passe du sérail à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites depuis longtemps, la dénonciation des médias mensonges. Comment est-ce que vous avez, si je puis m'exprimer ainsi, quitté le sillon? Vous auriez pu avoir une autre vie, vous auriez pu vous engager dans une voie beaucoup plus facile que la voie que vous avez choisie. Qu'est-ce qui a fait que Michel Collomb a décidé, dans les années 90, parce que vous faites partie des premiers, a décidé d'affronter un petit peu le système et puis de faire un bout de chemin avec la vérité? En fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça s'est passé déjà dans les années 70. Moi, je suis issu de la bourgeoisie catholique à Bruxelles, qui était à l'époque, et qui est resté d'ailleurs, très pro-USA, pro-Israël, raciste, et les grands défenseurs du système d'exploitation. Et disons que dans les années 60, il y a eu déjà avant mai 68 beaucoup de critiques de ces soi-disant valeurs et de cette hypocrisie. Un événement qui a beaucoup marqué ma génération, c'est la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que les États-Unis se présentaient comme les champions de la démocratie dans le monde, mais quand un pays n'était pas d'accord, on l'attaquait avec des bombes. Le Vietnam a payé sa volonté d'être indépendant et de défendre les intérêts de son peuple et pas des multinationales par des bombardements féroces, par une invasion militaire. Tous les présidents des États-Unis de l'époque, Kennedy, le gentil Kennedy entre guillemets, Johnson, tous ont envoyé des bombes, des armes chimiques, etc., y compris Kissinger qui vient de mourir. C'était vraiment très très grave et en contradiction totale avec les valeurs qu'on nous enseignait, surtout dans le monde chrétien. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites, et donc il y avait une contradiction totale entre ces valeurs: aimez votre prochain, ne faites pas le mal, soyez honnête, soyez franc, etc. Et là, c'était la guerre, les bombes, le chantage. Donc ça a amené beaucoup de gens de ma génération à à se poser des questions. Et déjà avant mai 68, j'ai découvert les textes de Karl Marx à l'époque via un philosophe français qui s'appelait Althusser, qui a un peu sorti du tombeau Karl Marx où on l'avait enterré, pour les Français en tout cas. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à partir de là, j'ai bien entendu participé à mai 68. Il y a eu beaucoup de remue-ménage en Belgique comme en France après mai 68. Il y a des groupes d'intellectuels, d'étudiants qui sont allés voir les ouvriers en usine, qui sont allés travailler en usine,
et qui se sont rendus compte que tout ça reposait sur une exploitation, que les travailleurs ici restaient pauvres pendant que sur leur dos on accumulait des grandes fortunes, et que c'était encore plus vrai par rapport au tiers-monde, à l'Afrique, l'Amérique latine. On prenait les matières premières, on ne les payait pas. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à vivre, à me faire beaucoup d'argent en suivant les traces paternelles dans un métier d'avocat, mais un métier qui aurait travaillé pour les riches en fait. Et donc, je suis allé travailler comme ouvrier en usine, en cachant mes diplômes et en allant voir ce que c'était à la base. Et je me suis rendu compte, oui, de la réalité. Notre patronne, j'ai travaillé près de Liège dans une usine de papier. Et notre patronne venait une fois par semaine rencontrer le directeur, voir si tout allait bien, si l'argent rentrait bien. Et elle vivait dans le luxe, elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Et les gens qui étaient à l'usine, ils avaient du mal déjà à l'époque pour nouer les deux bouts, ils ne pouvaient pas se payer un extra. Et voilà, je suis devenu délégué syndical. Me suis engagé avec le Parti du travail de Belgique et j'ai travaillé comme rédacteur pour ce journal qui donnait la parole aux ouvriers, aux militants des comités de solidarité Palestine au Cuba, aux médecins pour le peuple, comme on appelait ça. Et donc, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé là, mais plutôt sur les questions sociales intérieures à la Belgique, sur les questions d'exploitation, de santé, de solidarité internationale. Mais je n'avais pas travaillé sur la guerre et le Moyen-Orient. Et le tournant, disons, dans mon activité s'est déroulé lorsque la première guerre du Golfe a éclaté. C'est une guerre qui a été préparée pendant 6 mois par une longue campagne de promo, en fait, une longue campagne de marketing pour la guerre. Les États-Unis avaient décidé d'attaquer l'Irak parce que l'Irak n'obéissait plus aux ordres et prônait l'unité des pays du Golfe, qu'ils soient arabes, musulmans, l'unité et l'indépendance contre les États-Unis, et que le pétrole devait profiter aux populations et pas aux multinationales. Et donc, ça a donné lieu à une guerre des États-Unis, soutenue par les puissances européennes, contre l'Irak. Et je suis allé voir sur place après la guerre les dégâts, les conséquences. Et donc, j'ai fait la rédaction du journal Solidaire m'avait demandé de couvrir la guerre du Golfe. Et j'ai découvert à ce moment-là que la façon dont on décrivait la guerre était en fait de la propagande pour la guerre. Que les faits essentiels étaient cachés, et en plus les causes du conflit, et évidemment les intérêts des multinationales pétrolières qui voulaient supprimer toute contestation et contrôler le pétrole pour leur seul bénéfice. J'ai découvert que les faits étaient complètement trafiqués, et avec une dizaine de personnes de Belgique, on a travaillé à faire ce que j'ai appelé un test média. C'est-à-dire, on a passé en revue 2 journaux papier. Il y avait Le Soir en Belgique et Le Monde en France. On a lu et relu tout ça. On a mis ça sur des fiches avec des grilles de lecture. Et on a fait la même chose pour les journaux télévisés de TF1 et de Antenne 2, comme ça s'appelait à l'époque, et l'équivalent en Belgique, la chaîne privée, la chaîne publique. Et on a constaté que c'était vraiment un très très grand festival de médias mensonges. Du coup est venue l'idée d'en faire un livre que j'ai appelé Attention médias, les médias mensonges de la guerre du Golfe, manuel anti-manipulation. Et à ma grande surprise, ce livre a connu un grand succès. J'étais totalement inconnu, je n'avais jamais travaillé là-dessus. Mais les gens s'étaient rendus compte que cette guerre mise en scène, cette guerre spectacle, il y avait un malaise, il y avait des manipulations. Et donc j'ai eu la possibilité de montrer tout simplement ce qu'on nous cachait, ce qu'on nous déformait, et comment les médias vendaient la guerre à l'opinion pour qu'on ne la conteste pas. Vous savez, dans ma jeunesse, la guerre du Vietnam dont j'ai parlé avait donné lieu à des manifestations de plus en plus grandes et finalement énormes aux États-Unis et dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui avait empêché les États-Unis de continuer. Bien entendu, c'est la résistance du peuple vietnamien d'abord, magnifiquement organisée et très courageuse, mais le facteur de solidarité internationale faisait en sorte que les États-Unis devenaient de plus en plus impopulaires dans le monde. Et voilà, même les Beatles et tout ça, et tout plein d'artistes prenaient position contre la guerre. Donc, ils ont tiré les leçons, les États-Unis. Ils ont dit, la guerre, on ne peut plus la montrer. On doit cacher les victimes, on doit cacher l'essentiel, et on doit vendre un récit de guerre que les gens adhèrent. Il y a juste un monstre, il y a nous les gentils, il y a le monstre, il faut abattre le monstre, et c'est tout. Il faut en fait cacher la guerre et la déformer.
Et donc voilà, le livre a eu beaucoup de succès. Et du coup, dans mon parti, on m'a demandé de faire le même travail sur les guerres suivantes contre la Yougoslavie, en Bosnie d'abord, au Kosovo. J'ai constaté une fois encore que c'était Vous avez été poker menteur. Pardon? Vous avez été poker menteur. Et, le premier livre s'appelait Poker menteur, la Yougoslavie, les grandes puissances et les prochaines guerres, je crois, parce que j'annonçais qu'il allait en avoir pas mal, et ça s'est confirmé. Et j'annonçais dans ce livre et dans le suivant, Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, dont le titre s'est quand même vérifié. J'annonçais qu'on allait avoir des conflits à cause des routes du pétrole et du gaz en Afghanistan, ça s'est vérifié, en Ukraine, ça s'est vérifié, et dans une série de points chauds. Et donc, voilà, ces livres aussi, également, ont attiré beaucoup d'attention. J'ai donné énormément de conférences en France et dans d'autres pays. Et les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait vraiment un très grand problème, que chaque guerre était accompagnée d'un média mensonge et d'une campagne de désinformation, et qu'il fallait faire quelque chose pour résister. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est que faire un livre très soigneusement en analysant tout ça, avec des petits moyens, ben, ça prenait du temps. En général, il fallait 1 an pour sortir le bouquin. De sorte que les gens en conférence me disaient, c'est bien ton bouquin, tu as raison, mais il vient trop tard, la guerre est finie et les souffrances et les victimes sont là. Et donc, c'était un grand problème quand j'entendais ça. Heureusement, Internet est arrivé et j'ai commencé à utiliser Internet pour diffuser des newsletters, des articles, etc. à partir de 98, disons. Et finalement, comme je voyageais beaucoup, je rencontrais des gens très intéressants. Je me suis dit, il ne faut pas garder ça pour moi, il faut le communiquer. Et donc, on a créé un site qui s'appelait d'abord michelcolomb.info, puis qui s'est appelé Investigation rapidement. Et ce site-là est devenu donc un site d'information. En 2000, alors ça a été fondé en 2004, janvier 2004. En 2009, on est devenu un éditeur parce que je continuais à publier des livres, un qui s'appelait, vous avez parlé, Les 7 péchés d'Hugo Chavez, puis après il y a eu Israël, parlons-en, La stratégie du chaos. Et le problème, c'est que bien que mes livres se vendaient très très bien dans la catégorie des essais, des éditeurs, même de centre-gauche comme Le Seuil ou Actes Sud, etc., refusaient de publier ça. On ne pouvait pas dire du bien de Chavez ou dire du mal d'Israël. Et donc, on a décidé de devenir notre propre éditeur pour que tout le public puisse accéder à ces bouquins. Donc, on est devenu un site d'information, une maison d'édition de bouquins, un centre de recherche sur les guerres qui s'appelle maintenant Collectif Test Média International, avec lequel on a fait le livre Ukraine, la guerre des images. Et bien entendu, on a une chaîne sur YouTube, une chaîne vidéo, avec des émissions qui s'appellent Michel Midi, ça c'est la mienne, ou le Média Mensonge du jour, avec mon ami Saïd Bouamama, pardon, qui publie Le Monde vu d'en bas, 5 minutes d'analyse de l'actu chaque semaine. On a quelques autres projets aussi. Donc voilà, Investigation est devenue une petite boîte, disons, qui est active sur différents terrains. C'est pas évident. Bien entendu, on est tout à fait boycotté par le système médiatique. On a eu un petit peu de passage en télé au début, puis ça a été complètement étouffé sur ordre de l'Élysée et de ce genre de défenseurs de la démocratie. Donc voilà, ça c'est le parcours. Donc effectivement, je ne gagne pas de l'argent avec ça, disons que j'en perds plutôt. Et je ne suis pas du tout triste d'avoir renoncé à la vie de luxe et de bien-être dans laquelle j'avais commencé, parce que, bon, j'ai eu l'occasion de voir que dans ces classes-là, il y a soit une totale inconscience, soit une grande hypocrisie, et qu'on pratique en fait les valeurs exactement contraires de celles qu'on raconte. Et quand je suis allé travailler en usine, je me suis trouvé très très bien. Il y avait énormément de chaleur humaine, de solidarité. Ça se passait à Liège, dans une ville où il y avait eu beaucoup d'immigration italienne, sicilienne notamment. Donc je me suis fait beaucoup de copains là-bas. C'était très chouette. Et d'ailleurs, cette solidarité, j'ai pu l'apprécier parce que après quelques mois de travail dans l'usine où j'étais, moi, le chef du personnel m'a licencié. Ou bien il avait eu des renseignements, ou bien il se rendait compte que j'étais quelqu'un qui n'allait pas marcher dans le rang. Donc il m'a licencié. Et les femmes qui travaillaient dans l'usine n'ont dit pas question, sont allées au bureau du chef, elles ont dit reprends un peu, en Belgique, les papiers de licenciement, ça s'appelle un C4, tu reprends ton C4, nous on n'est pas d'accord. Et effectivement, le chef du personnel m'a repris,
ce qu'il a regretté toute sa vie, parce qu'après, je suis devenu délégué syndical. J'ai organisé une grève pour la réduction du temps de travail avec des embauches compensatoires. On était à ce moment-là en 1978-79. Et donc, oui, j'ai pu vraiment me rendre compte par moi-même des vraies valeurs qu'il y a dans ce qu'on appelle le monde d'en bas. Donc, quand je donne des conférences, j'étais à Lyon il y a 2 jours, et il y a plein de gens qui témoignent leur reconnaissance en disant merci du fait que, voilà, les connaissances que j'ai pu acquérir, le fait que je peux me spécialiser là-dedans et étudier tout ça, que je peux amener un cadre qui permet aux gens de mettre dans un contexte général les choses qu'ils ressentent, les infos qu'ils ont, et surtout, j'insiste sur le fait que les gens peuvent faire quelque chose, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont un pouvoir d'information là où ils sont. Et voilà, je pense que ça, c'est mon plus beau salaire quand des gens comme ça viennent me dire merci pour ce que je leur ai apporté. Donc, je pense que finalement, ça me donne une belle vie. Ce que je disais, c'est que en fait, ce concept de média mensonge est vraiment au cœur de votre œuvre. Et moi, quand je parle de vous avec des gens, quand des gens me parlent de vous, la première chose qu'ils me disent, c'est ah oui, c'est l'inventeur du concept de média mensonge. Et dans ce que vous avez dit dans votre parcours en Belgique, donc avant de quitter les frontières de la Belgique, il y a un passage dans votre livre justement, donc les 7 péchés d'Hugo Chavez. Donc je crois que ça vous plaît d'en parler puisque ça revient à l'expérience que vous avez connue en Belgique. C'est quand vous dites que même dans l'hémisphère nord, en fait, il y a un sud. Et c'est vrai que les gens se rendent pas compte dans l'hémisphère sud, ils se disent voilà, il y a un nord développé et un sud qui est exploité. Mais c'est vrai que de plus en plus, les populations de l'hémisphère nord se paupérisent par la main de cette même élite financière qui pille et qui viole l'hémisphère sud. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai rencontré Hugo Chavez 2, 3 fois, et une fois on était reçus avec quelques amis pour une réunion internationale qui se tenait à Caracas. Et la jeune femme avec qui j'ai travaillé à l'époque et qui avait fait le montage d'un reportage sur les damnés du Kosovo et qui avait fait elle-même un film Poussière Caracas sur le Venezuela. Et là, elle a dit à Hugo Chavez, là, tu parles beaucoup, on se dit tu as là-bas, tu parles beaucoup du Sud, du combat du Sud contre le Nord, et c'est juste, mais il faut savoir que dans le Nord aussi il y a un Sud. C'est-à-dire qu'il y a des pauvres dans le Nord, et que bien sûr on a un niveau de vie plus élevé parce que on ne paye pas les matières premières du Sud, des colonies, et donc indirectement on reçoit un peu les miettes de ce que les multinationales ont pris, comme ça la situation sociale reste calme. Mais disait-elle, voilà, il y a un Sud aussi dans le Nord, et l'important c'est d'avoir une alliance entre le Sud et le Sud du Nord pour être encore plus fort dans le combat. Et Chavez a trouvé cette idée tellement chouette que le lendemain, à la télévision, il parlait tout le temps à la télévision, il a dit, une amiga belga hier me dijo, une amie belge m'a dit hier que dans le Nord, il y a un Sud quand même, etc. Donc, un Sud también, el norte, c'était génial. Et donc, oui, tu sais, quand je parlais de la guerre dans le temps, quand je parlais de la guerre contre l'Irak et la Yougoslavie, je disais aux gens, ne croyez pas que c'est un problème exotique qui se passe là-bas très loin. En réalité, la guerre, ça vous concerne parce que les multinationales qui font ces guerres, ce sont aussi celles qui vous exploitent ici. Et donc, ça va vous retomber dessus parce que si les multinationales contrôlent les main-d'œuvre partout, ben, elles vont pouvoir encore vous exploiter encore plus ici. Ce discours, je le tenais, mais voilà, ça restait lointain. Je pense que ça ne pénétrait pas tout à fait, parce qu'on est habitué ici quand même à un certain confort, et donc on ne vit pas la guerre ou la guerre économique ou les attaques de toutes sortes, les coups d'État aussi, de la même manière que vivent les gens du Sud qui ont les pieds dedans, quoi. Et Non, c'est vrai. maintenant, je pense que avec la guerre en Ukraine, on peut déjà mieux se rendre compte. Dans le bouquin Ukraine, la guerre des images, j'ai insisté sur le fait que il y a une énorme main-d'œuvre ukrainienne qui a été appauvrie par le système des oligarques et du régime Zelensky, qui est obligée d'émigrer pour subsister. Le salaire moyen en Ukraine, c'est 1 € de l'heure, hein. Donc, il y a très peu de jobs. Tout a été détruit par les oligarques qui ont pris le contrôle de l'économie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces émigrés, ils vont venir quelque part, forcément, pour survivre. Donc, ici, il y a déjà énormément d'Ukrainiens et de gens de la région
dans les vergers, dans l'agriculture, dans la restauration, dans le bâtiment aussi, en black évidemment, avec pas de droit. Et donc, ils servent à dégrader les conditions de salaire, les conditions de travail, les conditions de sécurité. Donc, les guerres, et la guerre économique en général, qui fabrique des millions de réfugiés, il faut bien qu'ils aillent quelque part où on peut subsister. Et donc, c'est aussi une attaque contre nous. Et je pense qu'avec cette guerre-là, et bien entendu avec la guerre contre les Palestiniens, qui encouragent et développent le racisme anti-arabe, anti-musulman, les gens se rendent bien compte que tout ça, c'est un même conflit global et qu'il est temps de se bouger aussi pour nos propres intérêts. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, pour abonder dans votre sens, tout à l'heure, quand vous disiez que les gens, jusqu'à récemment, ne s'interrogeaient pas, ne faisaient pas le parallèle entre le pillage de l'hémisphère sud et leur propre niveau de vie. Moi, de ce que j'ai vu, il y a eu un début d'interrogation quand Nicolas Sarkozy est intervenu en Libye et que parallèlement, donc, il a défiscalisé les heures supplémentaires. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui se sont dit, mais d'où vient cet argent? Et de faire le parallèle effectivement avec la manne financière qui venait du pillage de la Libye. Oui. Qui a eu également ses contre-coups, puisque beaucoup de migrants, parce que la Libye est en Afrique du Nord, forcément des pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, ont eu effectivement un afflux de migrants incontrôlés. VRP, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Excusez-moi, parce que j'avais depuis tout à l'heure le micro coupé. Si je puis me permettre, j'aimerais t'interrompre, j'aimerais poser une question, parce que depuis tout à l'heure, je pose une question à Monsieur Collomb, mais comme j'avais le micro coupé, on m'entendait pas. J'aimerais revenir sur votre parcours, Monsieur Collomb. Vous parliez tout à l'heure, donc vous êtes quelqu'un qui est dans l'action depuis très longtemps. Vous avez parlé de l'époque du Vietnam. Alors, aujourd'hui, on a l'impression, alors l'époque Vietnam, l'époque 68, 70, des manifestations dans le monde, les gens prenaient conscience quand même un petit peu, on était dans les 30 glorieuses, mais prenaient conscience un petit peu de l'iniquité du système et de ce qui se faisait. Et c'est à partir de là, effectivement, que les Américains ont décidé de scénariser leur guerre et de contrôler le narratif. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, j'ai l'impression, qui est similaire. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes réactions. Nous n'avons pas les mêmes manifestations massives. Nous n'avons pas les mêmes prises de conscience. Est-ce que vous pourriez faire un comparatif entre aujourd'hui et cette époque-là, s'il vous plaît? Oui, ça c'est une tragédie parce que s'il y avait le même mouvement anti-guerre que celui qui existait à l'époque, qui existait aussi dans les années de la guerre froide et même avant-guerre aussi, s'il y avait ce mouvement anti-guerre, eh bien la guerre en Ukraine, à mon avis, aurait été arrêtée très vite et la guerre contre les Palestiniens aussi. Donc il y a une très grosse responsabilité. On a analysé ce problème avec mon ami Saïd Bouamama dans le livre qui s'appelle La gauche et la guerre, analyse d'une capitulation idéologique. On s'est demandé pourquoi la gauche française et européenne, même la gauche radicale, je ne parle pas du PS que je ne vais pas traiter de gauche, on s'est demandé pourquoi elle avait complètement abandonné sa tradition de lutte contre le colonialisme, contre la guerre, et qu'on la retrouvait à manifester pour les guerres de l'OTAN, pour les guerres des États-Unis, à ne pas bouger contre les guerres de la France-Afrique. C'est vraiment bizarre. Et donc, notre analyse, et je pense que ce serait vraiment bien de lire ce bouquin et d'en débattre un peu partout, et ce serait bien même d'organiser des débats avec les tenants de cette gauche pro-guerre qu'on retrouve chez les Verts, dans les différentes formations en fait. Les causes, selon nous, sont la capitulation devant ce point de vue occidental. L'Occident, c'est le bien, c'est la démocratie, les autres sont les méchants, ils sont dirigés par des dictateurs, alors qu'en fait, oui, certains de ces pays sont dirigés par des dictateurs. Ça n'empêche que l'agression reste injuste. Quand une agression est faite par des multinationales pour voler le pétrole, le gaz, d'autres matières premières, pour faire un exemple ou pour occuper une position stratégique, ça reste une guerre impérialiste, ça reste une guerre condamnable et il faut se battre contre elle, tout comme les grands penseurs du marxisme l'avaient dit à toutes les époques. Et donc là, il y a une véritable trahison morale, idéologique. Et en plus, ils refusent de débattre, ils refusent d'en discuter, ils vous envoient des étiquettes. Tu es un pro-Poutine, un pro-Saddam, un pro je sais quoi. Comme si le fait de s'opposer à une guerre, ça voulait dire automatiquement qu'on était d'accord avec tout ce que fait le dirigeant du pays agressé, que ce soit un dictateur ou que ce ne le soit pas. Parce que ces gens-là, ils attaquent aussi Chavez, qui était un grand démocrate, ils attaquent Evo Morales, ils attaquent souvent même Cuba également.
que je ne considère pas du tout comme des dictatures. Et donc, ça, c'est très grave. Et je pense que les gens qui nous écoutent, ils peuvent prendre une responsabilité. Si vous connaissez des gens de cette gauche pro-guerre, peut-être qu'ils sont de bonne foi, demandez-leur de débattre, discuter avec vous, avec moi, qu'ils acceptent enfin le débat, parce que, j'insiste, la capitulation du mouvement anti-guerre en France et en Europe fait qu'il y a toutes ces victimes à Gaza. Si on avait un mouvement très très fort qui aurait dit dès le début, quoi que vous pensez du Hamas, même si ce n'est pas votre tasse de thé au point de vue de son idéologie, c'est l'ensemble des Palestiniens qui sont attaqués et Netanyahou, Israël ne peuvent jamais se dire qu'ils sont la démocratie parce qu'ils sont un pays colonial qui occupe et qui vole une terre et qui pratique l'apartheid. Donc, c'est jamais une démocratie. Donc, quoi que vous pensez, vous devez dès la première minute dire je suis du côté des agressés et je me bats pour l'arrêt de l'agression israélienne, de l'agression sioniste. Monsieur Collomb, alors moi je vais reformuler, enfin non, je ne vais pas reformuler, je vais plutôt réorienter ma question. Est-ce que justement, on ne se tromperait pas aujourd'hui de forme de combat? Je m'explique. Est-ce que des gens comme vous qui avez fait le travail, est-ce que vous n'avez pas réveillé ce qui était réveillable, que le reste est une masse qui ne se réveillera jamais? Est-ce que le combat aujourd'hui n'est pas un combat d'action plutôt que de réflexion ou de débat, puisque soit on va débattre avec des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font et qui sont à mon avis de mauvaise foi et rien n'avancera, soit on se bouge, et pour se bouger il faut pouvoir engager un rapport de force et malheureusement on n'a pas le seuil critique de gens qui permettrait. À combien vous évaluez le pourcentage de gens qui n'est pas réveillable, comme vous dites? Ben, je pense que la grande majorité des gens est plutôt plongée dans sa vie de tous les jours et elle sait ce que nous disons, mais accepte ça avec fatalisme. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ces proportions. Bien entendu que ce qui sera décisif, c'est l'action et on devra être dans la rue et faire des actions de boycott. Mais le débat des idées, il est important pour que les gens prennent conscience qu'il faut se battre, qu'il faut passer à l'action. Mais je ne suis pas d'accord avec vos pourcentages. Je pense que il ne faut pas attendre que les gens d'en haut changent d'avis. Ceux qui ont le pouvoir économique, politique et même le pouvoir dans les médias, c'est-à-dire en France les milliardaires qui contrôlent vos médias, ces gens-là vont jamais changer d'avis parce qu'ils défendent leur portefeuille. Ceux-là, mais ça c'est une minorité. Si vous regardez maintenant les gens normaux, les travailleurs, je pense que selon les situations, selon les conflits, vous avez un petit nombre de gens qui sont très conscients de ce qui se passe, qui ont envie de bouger, et bon, c'est quoi, 5-10% de la population qui a bien compris et qui vraiment agit ou cherche à agir. De l'autre côté, vous avez un petit pourcentage de gens qui sont complètement intoxiqués par les choses qu'on leur a racontées à l'école, à la télé ou par le milieu dans lequel ils vivent. Et donc, ceux-là, c'est effectivement peine perdue avant un bon moment. Et je ne pense pas qu'il faut se concentrer sur ceux-là. Mais entre les deux, vous avez la grande masse de la population travailleuse, moi je dirais 80%, qui n'est pas du tout non réveillable, comme vous dites. Moi j'ai déjà fait l'expérience de discuter avec des gens de cette catégorie-là, c'est-à-dire qui ne me connaissaient pas, qui ne suivent pas ces choses-là. Et je vois bien que quand on discute avec eux, à condition de le faire d'une manière, comment dire, pédagogique, d'une manière ouverte et patiente, et aussi avec un peu de méthode, c'est-à-dire commencer par des choses qui permettent d'ouvrir la porte et d'ouvrir la réflexion, on arrive à des résultats. Je rencontre souvent des gens qui me disent vous m'avez ouvert les yeux il y a quelques années avec ce livre, avec cette discussion, et maintenant je fais ceci, je fais cela. Donc je ne suis pas du tout aussi pessimiste. Et de toute façon, vous savez, si on fait l'action avec une petite minorité, on n'arrivera à rien. Je vais prendre un exemple. On a eu un modèle d'action sur Israël pour le faire plier qui s'appelle BDS, la campagne de boycott des produits, de désinvestissement des entreprises qui ont investi là-bas et de sanctions contre les représentants universitaires, académiques, sportifs aussi. Par exemple, je trouve que jamais Israël devrait être admis à participer aux compétitions de foot en Europe, il devrait être boycotté. Et donc cette campagne BDS, elle fait peur à Israël, elle lui fait mal, et il faudrait énormément l'intensifier. Donc on est bien d'accord qu'il faut faire une action. Mais si vous êtes seulement 5 ou 10% à boycotter Israël, ils s'en fichent. Ce qu'il faut, c'est atteindre une beaucoup plus grande partie du public, et pour ça, on a besoin de s'adresser, comme j'essaie de le faire, à ce public, avec des vidéos. Mais évidemment, moi, tout seul, je ne peux pas toucher tous ces gens,
parce qu'ils sont effectivement un peu emprisonnés dans leur système BFM TV, LCI, TF1 et compagnie. Et donc, ceux qui peuvent toucher ces gens-là, c'est vous, c'est tous ceux qui les écoutent là maintenant, c'est tous ceux qui s'intéressent au conflit et qui parfois se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je n'ai pas le temps de faire des bouquins, je n'ai pas le temps de faire des vidéos, je suis pas connu, je suis pas l'habitude, c'est pas mon truc de faire des grands débats à la télévision, des choses comme ça. Eh bien, si, en réalité, je pense que chacun, là où il est, peut et doit discuter, que ce soit au travail, que ce soit dans son quartier, avec sa famille, dans des clubs sportifs, dans des maisons de jeunes, sur les réseaux sociaux, dans le métro, pourquoi pas. On peut très bien discuter s'il faut un peu de connaissances, et ça on essaie de les fournir avec nos bouquins, et il faut surtout une méthode pour discuter avec patience et de la manière qui va faire réfléchir les gens. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple d'Israël, si vous commencez directement Israël, c'est des salauds, et que vous êtes plus dans les épithètes et dans les jugements de valeur, vous allez juste heurter les gens qui ont été influencés par l'idée Israël, c'est un petit pays, c'est des juifs, donc ils ont besoin de protection, ils sont encerclés par des grands méchants autour d'eux, etc., ou ils ont affaire à des terroristes. Les gens qui ont été influencés par ça, ils vont se fermer comme une huître si vous parlez de cette manière. Donc, je pense que la pédagogie, et j'essaie de l'expliquer dans le livre Israël, parlons-en, et aussi dans le livre Ukraine, la guerre des images, à la fin, j'explique une méthode. Il faut d'abord écouter les gens, c'est-à-dire écouter quel est leur raisonnement, quelles sont les infos qui pour eux sont importantes et qu'ils trouvent fiables, et quelles sont au fond les valeurs qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que s'ils défendent Israël, c'est pas que la violence, ils trouvent ça bien, c'est pas qu'ils aiment de voir des femmes et des enfants massacrés, c'est parce qu'ils pensent qu'Israël est un petit pays avec des juifs en danger. Donc, il faut expliquer qu'est-ce que c'est Israël. Et ce livre que vous montrez, il a cet objectif. Et le livre qui va sortir dans une semaine, Israël, les 100 pires citations, il a cet objectif, c'est-à-dire qu'il fait parler les fondateurs, les présidents et les stratèges d'Israël qui disent eux-mêmes que oui, leur projet, c'est de chasser les Palestiniens, de voler leurs terres, d'employer la violence, de refuser de leur donner des emplois et de les dégoûter pour qu'ils s'en aillent ailleurs. Ça, ils le disent eux-mêmes. Vous voyez, si vous commencez à, tout simplement, c'est ce que moi je propose, montrer la citation d'un dirigeant sioniste, et vous allez voir que la porte peut s'ouvrir et qu'il s'agit de faire réfléchir les gens. Je voulais dire deux choses rapidement. Donc, sur cette question du boycott, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui soutiennent BDS, mais qui très vite sont perdus parce qu'ils voient la multitude de marques, de produits qui soutiennent Israël, que très vite ils sont perdus et en fait ils vont cibler 2, 3, 4, 5 marques. Et en fait il y a une application qui vient de sortir, je vais donner le nom, qui s'appelle No Thanks, qu'on peut trouver sur les plateformes, dont je l'ai vu sur Android, je sais pas si elle est sur App Store, mais en fait vous pouvez scanner le code barre du produit ou indiquer la marque du produit et il va vous dire si cette société qui produit sponsorise ou pas l'apartheid en Israël. Le second point sur lequel je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, sur cette question, j'ai pas d'idée moi sur la proportion de gens qui sont réveillés, réveillables, etc. Mais on se souvient tous de l'expérience des Gilets jaunes, qui était un mouvement spontané et populaire. Et à un moment, le mouvement a été disqualifié, puisqu'en fait, on attendait à ce que cette énergie populaire, cette vague populaire, soit canalisée par un parti politique en France. Et en l'occurrence, de ce que j'ai vu moi, c'est que la France des Gilets jaunes est la France qui ne vote plus, donc ils n'avaient confiance en aucun parti pour récupérer leur mouvement. Donc très vite, ça a fini par être dilué. Et juste pour l'anecdote, il a suffi que le pouvoir nous mette une fois, pour ne pas le nommer, Alain Finkielkraut dans la rue, et forcément dans une foule de 10 000 ou 20 000. Donc il y en a un qui va l'insulter, il y aura une insulte à caractère raciste. Et plutôt que de dire, voilà, c'est quelque chose de marginal, il y a une personne sur 10 000 qui a insulté Alain Finkielkraut, les médias vont monter ça en boucle en disant, voilà, les gilets jaunes, ils vont prendre le raccourci de l'antisémitisme. Et tout de suite, les gens vont dire, ah ben non, je suis pas antisémite, donc j'y retourne plus. Et c'est comme ça qu'en fait, on tue un mouvement populaire dans un pays comme la France. Oui, c'est vrai que les médias diabolisent non seulement les pays étrangers que nous agressons, mais ce que j'ai appelé les principes de la propagande de guerre avec la diabolisation, l'inversion de l'agresseur et de l'agressé et le monopole du débat, l'étouffement de la parole contraire. Ça s'applique aussi à l'intérieur. Les Gilets jaunes ont été diabolisés, le mouvement syndical pour la défense des retraites aussi, et tous les mouvements sociaux d'une manière générale sont diabolisés parce que il faut cacher les intérêts
des multinationales qui s'opposent évidemment à tout progrès social et qui attaquent en fait les acquis sociaux. Donc je crois que c'est important. Le problème, c'est pas tellement que la classe dominante fait ça. C'est son rôle, c'est normal, c'est ses intérêts. Le problème, c'est la riposte en face. Et je pense que, sans entrer dans les détails de la situation en France, euh, une grande partie du problème vient de cette gauche elle-même, qui n'a pas fait le travail d'analyse de l'information, qui n'a pas dénoncé les médias mensonges de la propagande de guerre, et qui donc a laissé un peu le terrain libre pour l'ennemi. Vous voyez, il suffit de pousser sur un bouton en disant Kadhafi, ou Bachar al-Assad, ou Xi Jinping, ou Poutine, et voilà, c'est réglé, on ne réfléchit plus, ah oui, c'est les méchants, tout est clair. Ce qui aurait dû être fait, c'est exposer les intérêts économiques, financiers pardon, et antisociaux des multinationales quand elles déclenchent ces guerres, identifier les intérêts des multinationales de l'armement, qui sont un secteur très très important du capitalisme aux États-Unis et en France. J'ai publié des pages et des témoignages sur ça dans le livre La guerre des images. Il aurait fallu identifier tout ça et l'exposer, donner des formations partout. Et surtout, il faut faire ce que j'appelle le test média, c'est-à-dire quand on a des informations qui circulent, par exemple sur le 7 octobre, il faut les évaluer et avec le public faire une analyse concrète. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est prouvé? Quelles sont les sources? Et maintenant, il y a un sondage publié récemment par Le Figaro. Bon, il a été fait à la demande du CRIF, c'est-à-dire du lobby sioniste en France, et il faut voir comment les questions ont été formulées, mais les pourcentages, peut-être, ça se discute, mais ce sondage disait deux choses intéressantes. Il n'y a que 28% de gens qui éprouvent de la sympathie pour Israël, c'est beaucoup moins qu'avant, et par contre, il y a près de 60% qui trouvent que oui, il faut faire la guerre pour détruire le Hamas. Donc vous voyez la contradiction, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une guerre pour détruire le Hamas, il s'agit d'une guerre pour chasser les Palestiniens, et donc les gens marchent là-dedans et ne sont pas dans les rues. On est beaucoup nombreux dans les rues, mais pas encore assez. Et c'est l'impact de cette propagande de guerre. Et donc je pense que c'est compliqué, évidemment, je me rends compte, pour les partis de gauche. Ils ont un problème parce qu'ils se présentent aux élections. Et s'ils ont le malheur de dire, ben oui, les Palestiniens ont raison et Israël, c'est une puissance coloniale, le colonialisme doit s'arrêter, on va les diaboliser et on va les saboter dans leur campagne électorale. Ça, c'est clair. Mais si on ne le fait pas, on laisse la guerre installer un climat de diabolisation, un climat raciste aussi, et ils ne vont pas s'y retrouver non plus. Donc je pense qu'il faudrait favoriser le débat de toutes les manières, favoriser les groupes de recherche et de vérification d'informations, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, et la question des victimes n'est pas du tout comment elle est née, c'est pas passé du tout comment c'est présenté dans les médias dominants. On va d'ailleurs faire à Bruxelles le 17 décembre, on va faire un atelier média à Bruxelles, à Molenbeek, qui va analyser les médias sur une dizaine de points par rapport à ce conflit de Gaza. Je peux vous envoyer l'affiche dans les commentaires, mais je ne sais pas si votre page de commentaires me permet de déposer, on dirait que non, une pièce de l'affiche. Mais je peux essayer de vous l'envoyer par mail, comme ça vous pouvez... Vous pouvez essayer, je crois, sur le chat privé. Ouais, j'ai essayé comme ça, mais je vais plutôt l'envoyer là maintenant par le mail, si vous y avez accès, et vous pouvez la présenter. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui veulent venir de participer, parce que ce sera un atelier très interactif. C'est pas une conférence, on va vraiment analyser ça ensemble. Ça va être voilà, un atelier test média pour voilà, vérifier les infos qu'on nous a données sur toute une série de points, la journée du 7 octobre, ce qu'on appelle les otages, les journalistes tués, le fameux hôpital qui aurait été un QG, et des choses comme ça. On va analyser tout ça. On est en train de le préparer justement avec le collectif Test Média. Et je lance un appel
aux profs, aux élèves. Je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble pour apprendre aux jeunes et à tout le monde à analyser l'info, à ne rien croire sur parole, à tout vérifier. Pour ce qui est de votre parcours, est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je crois que je suis assez parlé de moi. Je pense que c'est Alors, de ce que vivent les gens et de ce qu'ils peuvent faire. j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi la Palestine et le Venezuela pour vos engagements? Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais pourquoi ces deux pays? Pourquoi ces deux causes? Mais vous savez, j'ai aussi travaillé sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur la Libye. J'ai fait un livre, j'ai fait un film sur la Libye. Et avec le site Investi Action, on s'attache dans la mesure de nos moyens à tous les conflits parce que quelque part, je pense que c'est toujours la même guerre, c'est toujours les mêmes intérêts, c'est toujours les mêmes mensonges. Donc, j'ai, disons que j'ai travaillé pas mal sur ces deux pays-là. Le Venezuela parce que c'est un fameux message d'espoir. L'Amérique latine, c'était vraiment le continent, pardon, pillé, dévasté, ruiné, massacré par des coups d'État incessants. Euh, Ça avait été très bien montré par un bouquin des années 60-70 de Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Ça existe en poche, je recommande, c'est une lecture magnifique. Et quand j'ai vu arriver Chavez, j'ai constaté que c'était vraiment un message d'espoir formidable parce que ce qui était la force de Chavez, c'était son amour du peuple et son écoute du peuple. Ça m'avait frappé quand je l'ai rencontré. Vous savez, si vous rencontrez un président, en général, ça fait 60 secondes. Et il a une vie très occupée, il a plein de choses, il a des réunions importantes après. Et donc voilà, c'est un peu formel. Mais lui, non. Je sais que quand j'avais commencé une conversation avec lui, ça durait, ça durait. Et il y avait évidemment un secrétaire, un aide de camp qui disait t'es attendu là, il faut aller là, etc. Mais non, non, il restait. Donc je crois que c'est aussi pour ça qu'il était toujours en retard à ses rendez-vous, parce que il écoutait vraiment les gens et il n'essayait pas de les couper ou de passer un message. Il écoutait et il apprenait. D'ailleurs, il prenait des notes dans un petit carnet, c'était vraiment génial. Et voilà, les choses que vous lui disiez, il y travaillait dessus après. C'était un beau travail, il se levait à 4 heures du mat. Et donc, il prenait ses notes, il étudiait, il faisait des discours pédagogiques. C'était une vraie école politique en direct à la télé. Et donc, le Venezuela, c'était vraiment un très bel espoir de faire entendre raison aux multinationales du pétrole, Exxon, Chevron, qui, je vous signale, s'était enrichi sur le dos du Venezuela depuis 80 ans et n'avait jamais versé un dollar aux caisses de l'État. Pas un dollar. Tout était arrangé pour l'évasion fiscale et tout partait aux États-Unis ou dans la poche de quelques riches vénézuéliens qui étaient complices. Et donc là, euh, il a dit aux multinationales, maintenant c'est fini, vous allez payer des taxes et on prend 51% du pétrole. Donc, c'est nous qui décidons, vous restez, vous êtes les bienvenus, mais à nos conditions. Et avec l'argent qu'il a ainsi récolté, il a financé des centres de santé, comme les médecins sur place, c'était dans une médecine de riches et ils ne soignaient pas les gens pauvres. Il a installé des centres de santé avec des médecins cubains et la santé était gratuite. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont été opérés de la cataracte, qui ont recouvert la vue, des choses comme ça. C'est vraiment magnifique. Il a aussi développé des écoles massivement, financé les mamans qui n'avaient pas pu faire des études, ben, pouvaient retourner à l'université, suivre des études, etc. Financer des jobs pour les jeunes. Et donc, ça a vraiment donné un énorme espoir et il a mobilisé énormément sa population pour l'appeler à être active contre la bureaucratie, contre la corruption, y compris au sein du chavisme, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a de la corruption aussi à l'intérieur de l'élite dirigeante maintenant. Et donc voilà, j'avais une très très grande admiration pour Chavez et ce travail qui continue. Ça, c'est pour la première question que vous avez posée. Et sur la Palestine, disons, je pense que la Palestine, quelque part, c'est un conflit absolument stratégique dans le monde entier parce que Israël, c'est un genre de porte-avions qui a été installé par les Occidentaux, par les Britanniques d'abord, par les États-Unis ensuite, pour être le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole, et pour diviser le monde arabe et l'empêcher de devenir une puissance. Si le pétrole n'est plus contrôlé par Exxon, BP, Total, etc.,
Ça va avoir un grand impact sur le niveau des finances et de l'économie ici. Et ça va avoir un grand impact pour tous ces centaines de millions de pauvres. Je pense que le pétrole devrait être la propriété de l'ensemble de la nation arabe, pas de quelques monarchies complices et de quelques multinationales, que ça devrait servir à donner la santé, l'éducation, des boulots pour tout le monde arabe. Et donc, la Palestine, quelque part, c'est vraiment un exemple terrible de tout ce que le colonialisme peut faire, un exemple de la barbarie de ce système, et c'est aussi l'exemple de la résistance extrêmement courageuse d'un peuple qui n'a jamais accepté la Nakba, qui n'a jamais accepté l'expulsion, qui se bat encore maintenant et qui, je suis convaincu, va l'emporter. Donc je pense que c'est très important de faire comprendre la Palestine autour de nous. C'est pour ça que j'ai fait ce livre Israël et sans pire citation, que j'ai publié le livre du juif israélien Ilan Pappé, La propagande d'Israël, un auteur admirable et courageux, et un autre livre aussi de Thomas Suarez, Comment le terrorisme a créé Israël, qui montre tous les attentats terroristes d'Israël, y compris contre des juifs dans les années 30 et 40 avant 1948. On publie dans une semaine, je l'ai dit, Israël sans pire citation. J'ai demandé à mon ami Saïd Bouamama de préparer un manuel stratégique de la Palestine. Il a été un peu retardé par la grève très importante du personnel d'Emmaüs dans le nord de la France, là, dont il s'occupe beaucoup et qu'il soutient à fond. Mais ce livre va paraître dans l'année 24 et donc on va continuer à publier des bouquins. Je pense que les bouquins sont très importants pour les gens qui veulent faire quelque chose. Il faut se former, il faut avoir des connaissances, pas des bibliothèques entières, c'est pas nécessaire, mais 2-3 bouquins importants qui vous donnent la réponse aux questions et qui vous font comprendre la dimension du colonialisme et du sionisme. Voilà. J'aimerais revenir sur alors je vais essayer de parler doucement, j'aimerais revenir sur le Venezuela. Alors Chavez, effectivement, un personnage extraordinaire qui a été suivi par Nicolas Maduro. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, avec ce qui se passe notamment entre le Venezuela et le Guyana, alors je vais mettre ça, le territoire de l'Essequibo, est-ce que vous êtes déçu de Maduro ou pas du tout? Écoutez, je pense que l'expérience au Venezuela continue. Il ne faut pas ramener ça à un président, c'est tout un peuple qui est mobilisé. Je pense que Maduro a brillamment tenu tête aux États-Unis qui ont volé l'argent du Venezuela, volé le pétrole et qui ont tenté toute une série de coups d'État. Le peuple vénézuélien vit actuellement dans une situation financière très difficile à cause de la guerre économique, à cause du blocus des produits alimentaires, pharmaceutiques et autres. Donc, je suis en contact quotidien avec des amis qui sont à Caracas et ils vivent une situation très difficile et Maduro les défend de façon remarquable, je trouve. Sur les questions, il faut savoir que le colonialisme britannique et ses successeurs s'est arrangé pour diviser les pays et les dresser les uns contre les autres. Je pense qu'il faut absolument travailler à l'unité des peuples contre Exxon et contre l'impérialisme des États-Unis. Pardon, ça va sortir. Voilà, non, je suis avec vous. À vos souhaits. VRP, si tu avais envie d'intervenir. Oui, je vais rajouter 3 petites choses. Il y a une chose importante, tout ce que Michel a dit est important, mais moi j'avais vu l'entretien que vous avez fait avec Thomas Suarez, qui avait écrit Comment le terrorisme a créé Israël. Ce que je vais faire, je vais t'envoyer le lien, Rayad, pour que tu puisses le partager pour les abonnés. C'était vraiment très intéressant. Au moins de commencer par la vidéo dans laquelle Michel interviewe Thomas Suarez, c'est lui qui a écrit le livre Comment le terrorisme a créé Israël. Donc, je voulais également rebondir sur le Venezuela et sur cet aspect que présente Michel, qui présente le défunt président Chavez comme un tribun, quelqu'un d'accessible. Il avait notamment donc une émission de télévision qui s'appelait Allo Presidente, où les gens en fait pouvaient appeler Chavez. Et apparemment, c'était malgré le raccourci qu'on pourrait prendre en Occident, de dire voilà, c'est juste de la propagande. Apparemment, il répondait réellement aux gens, et tous les gens près de qui il s'engageait à apporter une réponse, une solution à leurs questions, il le faisait réellement. Donc c'était un vrai tribun. C'est un trait de caractère qu'on ne voit pas chez Nicolas Maduro, mais bon, après c'est pas donné à tout le monde d'être un tribun. Néanmoins, on le voit tout à fait comme l'héritier légitime et la continuité du chavisme. Et c'est vrai qu'il s'est opposé avec force à Guaido, qui était le pantin des
des Américains. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. L'émission Allo Presidente, j'ai assisté lors d'un de mes voyages à une telle émission, c'était vraiment extraordinaire. Ça durait des heures et des heures. Ça, c'est un peu le style latino aussi. Euh, et c'était vraiment très chouette. Lorsque j'y assistais, il revenait de Russie. Eh ben, il faisait un rapport de voyage, hein. Il disait, voilà, j'ai rencontré Poutine, on a parlé de ça, il est comme ceci, il est comme ça. Mais qu'est-ce qui fait froid mucho frío, à Moscou? Il avait gelé, évidemment, venant de l'Équateur. Et il faisait en fait une vraie éducation politique, très concrète, très vivante. De temps en temps, il poussait la chansonnette, parce que c'était un bon chanteur en plus. Donc oui, c'est vrai, c'est un personnage charismatique exceptionnel. On en rencontre comme ça, hein, tous les, je sais pas quoi. Donc, c'est pas des qualités données à tout le monde. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il écoutait vraiment les gens là aussi. Cette émission-là, elle se déroulait dans une province, j'ai oublié laquelle, et on donnait la parole au public. Et alors, à un moment donné, il y a une femme qui dit, vous avez promis qu'il allait y avoir autant de nouveaux logements, parce que le logement, c'est un problème épouvantable au Venezuela. Vous avez promis autant de logements à tel endroit, ben, on attend toujours, il y a les fondations, ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, il a pris des notes, etc. Il n'a pas répondu, il n'a pas fait de langue de bois. Et il a dit, je vais voir ce qui se passe, je vais appeler. Il a donné directement l'ordre qu'on appelle un tel pour demander qu'est-ce qui se passait. Et à la fin de l'émission, il est arrivé un début de réponse et il a dit, voilà, il va y avoir une rencontre et vous allez pouvoir rencontrer les gens qui sont responsables. Et donc, parce que, oui, il ne faut pas se cacher, la bureaucratie, elle n'est pas disparue comme ça d'un coup au Venezuela. C'était un gros problème. Et quelque part, il faisait appel directement au peuple aussi pour secouer la bureaucratie et la contourner. D'ailleurs, par exemple, il a donné des énormes budgets à une sorte d'administration parallèle, des consejos populares, qui était composé de femmes du quartier. Les femmes sont très actives dans ces comités populaires. Et voilà, il donnait des budgets pour régler directement des problèmes en contournant le bureaucratisme de son administration. D'ailleurs, j'ai un ami au Venezuela qui s'appelle Thierry Deron qui est en train de publier un bouquin qu'on devrait publier, qu'on devrait éditer d'ici quelques mois, je pense, sur justement cette forme très originale de démocratie populaire au Venezuela. Je propose qu'on revienne un petit peu sur le plan et j'aimerais vous poser une question. De tous vos livres, lequel aimeriez-vous mettre en avant? Ça, c'est un peu difficile. C'est comme si vous demandez à un papa ou une maman quel est son fils ou sa fille préférée. Disons que tous les bouquins, c'est un peu un accouchement. Ça prend du temps, hein, quand on veut faire ça sérieusement. Donc, on est attaché à tous. Mais disons, il y en a un qui me tient à cœur, dont on parle peu parce qu'il est épuisé depuis longtemps. Et il a été fait dans des circonstances particulières. C'est un livre que j'ai publié en 2005 qui s'appelait Bush le cyclone. C'est un tout petit bouquin de 80 pages que j'ai écrit dans des circonstances particulières. Avant, quelques mois avant, j'ai eu la douleur de perdre ma fille Marie qui avait 27 ans. Et donc ça, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un papa ou une maman. Et évidemment, j'étais dans le sous-sol pendant des mois et j'étais très accablé, surtout que ça s'est passé dans des circonstances très dramatiques. Et mon éditrice espagnole, Eva Forest, qui était une femme admirable, une psychiatre et éditrice de livres très courageuse, m'a appelé au moment où, vous vous en souvenez peut-être, le cyclone Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et l'administration Bush avait rien fait alors que c'était averti, et puis avait sauvé les riches et laissé les gens en plan pendant plusieurs jours, et avait profité aussi du cyclone pour chasser une partie de la population de quartiers dans lesquels c'est une ville très touristique, avec beaucoup de spéculation immobilière. Et donc voilà, Bush en avait profité pour faire une opération d'expulsion massive à l'époque. Et donc mon éditrice m'a dit, tu dois absolument écrire un bouquin là-dessus, c'est vraiment important. Et donc Bush, il venait d'attaquer l'Irak 2 ans avant. C'était une catastrophe. Et là, il était, soi-disant, il voulait
protéger la population des États-Unis après le 11 septembre, et là, il ne la protégeait pas du tout, il participait à son malheur. Et donc, voilà, j'ai écrit ce bouquin dans l'idée d'expliquer en 80 pages, très très simple, comment fonctionne le capitalisme et pourquoi la guerre, la non-protection face aux catastrophes naturelles, ça fait partie du capitalisme et ça découle de son caractère. Et voilà, j'ai essayé d'expliquer très très simplement. Et un des compliments qui m'a fait le plus plaisir dans toute ma carrière, c'est quand une maman m'a dit, voilà, mon fils de 14 ans, il a lu votre bouquin et il a tout compris. Voilà, ça c'est peut-être la raison pour laquelle ce livre-là est un petit peu cher à mon cœur. Si, mais en fait, pour autant que je me souvienne, ça s'était soldé par un scandale immobilier où effectivement bah, tous les pauvres qui avaient été sinistrés ont été effectivement expulsés, délogés. Et en fait, bah, le pouvoir américain en avait profité pour bah, reconstruire de beaux logements, du coup qu'ils ont vendu à des gens bah, beaucoup plus aisés. Ouais, ouais, ça a été une spéculation immobilière vraiment dégoûtante. Vous êtes allé sur le volet géopolitique, si tu le veux bien. Oui, bien écoute, ça j'allais revenir sur l'hystérie journalistique que je suis ou je ne suis pas Charlie, mais ça j'en ai déjà parlé en début d'entretien et Michel a déjà répondu sur toute, notamment cette gauche bah, qui refuse le débat. Et en fait, ce qui est vraiment central, c'est, enfin, je sais plus lequel de vous deux l'a dit, mais c'est qu'en fait on a affaire à des gens en face qui ne sont pas de bonne foi. C'est vrai qu'il faut pas être surpris que ces gens-là refusent le débat. Donc oui, on peut poursuivre sur la Vous géopolitique. savez, dans ce livre, je fais le portrait de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, de Philippe Val, de gens comme ça. Ça, oui, on ne discute pas avec ces gens pour les convaincre parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils savent ce qu'ils font. Ils ont beaucoup d'avantages financiers et de carrière parce que c'est de la prostitution intellectuelle en fait. Donc on peut chercher le débat avec ces gens-là pour convaincre les gens, mais eux, effectivement, ils font partie du système. Dans le livre Charlie, il y a un point qui me semble important et qui reste actuel, c'est que une grande partie du livre est consacrée à montrer que ce sont les États-Unis qui ont non pas créé, mais organisé, favorisé, financé, formé militairement les bandes terroristes d'Al-Qaïda. Ça, je retrace toute l'histoire avec Brzezinski, le chef de la politique étrangère des États-Unis après Kissinger, sous Carter, qui a lancé l'opération Ben Laden, qui a donc euh, organisé, formé, financé par l'Arabie Saoudite des terroristes qui ont fait ça d'abord pour renverser le gouvernement de gauche en Afghanistan, puis le 11 septembre, puis ils ont été utilisés en Libye, ce que j'ai montré dans le livre Libye, OTAN et médias mensonges, ils ont été utilisés par l'OTAN pour renverser et assassiner Kadhafi, utilisés en Syrie également, utilisés contre la Chine, et donc contre la Russie, pardon, dans le Caucase. Donc ça, c'est très important de se rendre compte que les États-Unis ne sont pas du tout contre le terrorisme qu'on appelle islamisme, mais c'est pas le bon terme. Voilà, ils sont pas du tout contre ça, ils l'utilisent chaque fois qu'il y a moyen. Bien sûr. Ils mettent le feu, ils éteignent le feu, c'est toujours pareil. Mmh. Ouais. Je voulais rebondir rapidement sur l'évolution aussi de nos médias. Je me rappelle, c'était une quinzaine d'années dans l'émission de TDI. Je me souviens plus si votre contradicteur était J. William Goldnadel ou Jacques Attali, mais à un moment vous lui dites, parce qu'il arrêtait de vous couper la parole, et vous lui dites que vous l'avez écouté et que s'il ne vous laisse pas vous exprimer, que les gens vont penser qu'il a peur de ce que vous allez dire. Et c'est vrai que cette phase, moi je me rappelle toujours, même si je me souviens plus qui était le contradicteur, aujourd'hui même TDI, oui, n'a plus sa place dans les médias français, il a dû s'expatrier sur un média russe. Et aujourd'hui, en fait, on ne pourrait plus vous voir vous débattre avec quelqu'un, bah, ni Goldadel, ni Attali. Donc on est vraiment devenu un pays où la parole est de plus en plus fermée. Oui, Allez-y, monsieur Collomb. c'était Goldnadel, effectivement. Je me souviens que c'était un débat à propos de l'Irak et du Moyen-Orient en général. Et je leur avais balancé que pour moi, Israël était l'État le plus raciste au monde. Évidemment, ils n'ont pas aimé. Et donc, Goldnadel et quelqu'un d'autre qui était avec lui, je crois que c'était Ansel, a essayé de me faire sortir de ma boîte et de m'énerver en m'assicotant de toutes les manières. Mais effectivement, je crois il avait carrément peur que les gens entendent un discours tout à fait différent qui démontrait qu'est-ce que c'était Israël et son lobby. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça se passait chez TDI. Je suis allé dans cette émission plusieurs fois, entre 2008 et 2014, je crois 8 ou 9 fois, et ça donnait l'occasion, pour une fois, d'exposer, oui, c'était à une heure tardive, mais bon, tout le monde faisait
sont replacés après sur Internet, ça circulait beaucoup, d'exposer les vrais objectifs et les vrais médias mensonges des guerres impériales. Et on avait des contradicteurs, donc c'était intéressant parce que ça permettait aux gens de se rendre compte que voilà, en face, ils n'avaient pas d'arguments, ils étaient de mauvaise foi, et ça permettait aussi de montrer comment discuter avec des gens comme ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'Élysée, l'Élysée a donné des instructions, c'est François Hollande à l'époque, pour qu'on n'invite plus des gens comme moi, et ensuite carrément pour supprimer l'émission. Et donc, c'est extrêmement frappant. On a maintenant en France une véritable censure qui s'exerce, et vous avez des journalistes qui sont mis à la porte, vous avez des journalistes qui ne peuvent pas parler de ce qu'ils voudraient, ça on reçoit plein de témoignages, et vous avez carrément des menaces, je pense à Drahi, à BFM TV, etc. C'est vraiment le règne de la censure, ça les gens doivent se rendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut d'une part interpeller les médias et demander aux médias, aux médiateurs, aux services de surveillance du CSA, etc., pourquoi il n'y a pas de débat, pourquoi certaines informations fausses sont diffusées, pourquoi de vraies informations sont cachées, et sans se faire d'illusions sur ce qu'on pourra obtenir dans le système, je pense que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'organiser des débats là où il est, et j'insiste, des débats contradictoires. Donc, inviter le journaliste local, inviter quelqu'un qui défend l'autre point de vue, et organiser de véritables échanges, poliment, respectueusement, pour essayer de partir à la recherche de la vérité sur ce qui se passe vraiment. Justement, moi j'ai l'impression, Monsieur Colomb, qu'on est dans l'ère du contradictoire. Alors, on a l'affaire Meurice sur Radio France, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est permis de dire ce que tout le monde pense de Netanyahou et qui a invoqué l'esprit Charlie. On lui a dit que non, il n'y avait plus d'esprit Charlie dans ce cas-là. Ça, c'est une contradiction. On voit aujourd'hui Macron qui allume la première bougie d'Hanouka, une fête religieuse, alors qu'on empêche les crèches dans les mairies. On est en pleine contradiction. Ces gens qui prônent des valeurs comme la démocratie, l'humanisme, et qui laissent 15 000 personnes se faire massacrer à Gaza, comme ça, hein, on voit Macron qui condamne par exemple les bombardements russes sur une ville ukrainienne, mais qui oublie de condamner fermement les bombardements israéliens voulus sur les civils. Pourquoi est-ce que toutes ces contradictions-là ne provoquent pas plus de réactions? Les gens le voient, le constatent, mais rien ne se fait. Il n'y a pas de courroie de transmission entre la réflexion et la véritable action. Alors, depuis tout à l'heure, vous prenez des bonnes choses. Effectivement, l'action, c'est l'action au quotidien. Et moi, je suis d'accord avec vous. C'est le débat, c'est la pédagogie, c'est expliquer à l'autre, parce que la population n'est pas composée de moutons, elle est composée de gens qui, malheureusement, sont happés par leur vie de tous les jours. Donc, voilà, ils sont pas plus bêtes que nous, les gens qui sont pas là. Ils sont juste ailleurs, ils ont d'autres préoccupations. Mais, encore une fois, pourquoi il n'y a pas de... Allez-y, monsieur Colomb. Ce que vous soulevez là, c'est pas que les gens ne veulent pas bouger, hein. Les gens, ils n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas toutes ces souffrances, ils aimeraient que ça s'arrête, mais ils ont un sentiment d'impuissance. Ils ont un sentiment que de toute façon, ils n'ont rien à dire, qu'on ne les écoutera pas. Il y a un certain bon sens par rapport à ça, à savoir que les gens se rendent compte quelque part que les guerres, c'est toujours pour de l'argent et que le monde politique n'est pas fiable. Mais ça, c'est une méfiance un peu diffuse. Le problème, c'est que quand il y a des cas concrets de médias mensonges, il y a un tel matraquage des médias mensonges que ils tombent quand même dans le panneau. Ou au mieux, ils vont adopter une attitude, oui, c'est compliqué, on ne peut pas savoir, donc je m'en mêle pas trop parce que c'est trop compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Effectivement, les gens travaillent beaucoup, on rentre, on doit s'occuper des gosses, à manger, préparer des choses, on est crevé, donc on n'a pas beaucoup, on va plutôt avoir envie de regarder une petite série et de se détendre un petit peu avant d'aller dormir. Donc, moi je comprends ça. Là, il ne faut pas se poser la question, mais pourquoi les gens? Il faut se poser la question, mais moi, qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour discuter avec une, deux, trois personnes et essayer de faire avancer les choses? Je crois que ça, j'aimerais bien que ceux qui nous écoutent, ils se posent cette question et qu'on y travaille ensemble. Vous savez, Investigation, c'est maintenant une équipe qui a grandi avec des journalistes, des chercheurs, des éditeurs, etc.
On est en train de développer à Bruxelles, à Paris, à Genève, des groupes de base qui travaillent à justement partager les expériences, échanger les impressions, réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses bougent sur le plan de l'information. Et donc, je crois que si ça vous intéresse, si vous avez la possibilité de faire des expériences de discussion autour de vous, eh bien, écrivez-les via le site et on vous répondra. Si vous avez des questions, on répondra. Et essayez voilà, je dirais ça. Il faut s'organiser pour la bataille de l'information. Évidemment, on affronte un système qui a des milliards, qui a des experts, qui a de tous les moyens, mais nous, on a la possibilité de toucher les gens directement, de répondre à leurs questions, de les faire réfléchir. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Une vraie bataille de l'info, c'est-à-dire une bataille avec énormément de soldats, c'est-à-dire nous tous. Je voudrais aborder dans votre sens, Michel, simplement pour dire que c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir dise ah bah tiens, on vous fait les poches depuis des années, on veut partager avec vous de manière plus équitable. Il faut effectivement commencer par s'armer intellectuellement. Et moi, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à suivre votre chaîne YouTube, à lire vos livres qu'ils peuvent acheter sur Investigation, parce que réellement, j'en suis l'exemple. En fait, on gagne des années de maturité en quelques jours, le temps de lire un livre. Et c'est vrai que votre contribution en cela est vraiment très précieuse. Mais comme le disait tout à l'heure Ryan, il faut qu'il y ait une voie de transmission, et il faut qu'il y ait un réceptacle à ce savoir que vous transmettez. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, et vous remercier de nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord tous les deux, comme je sais que votre temps est précieux, vous êtes donc en train de finir votre livre, on a déjà dépassé le délai que vous nous avez accordé, et j'apprécie d'autant plus. Je voulais vous revenir sur la géopolitique et le devenir de l'Ukraine, notamment maintenant que ce conflit est masqué par un autre qui est plus important pour le pouvoir profond, celui en Palestine. Oui, en fait, le devenir de l'Ukraine, maintenant que ce conflit est entre guillemets passé au second plan, au profit de celui en Palestine. En fait, comment vous voyez l'évolution de la situation en Ukraine? Alors, on a des choses très intéressantes qui se publient aux États-Unis et qui ne sont pas montrées dans les médias européens, ça c'est frappant, à savoir que même le chef de l'armée a dit une série de choses et ils savent très bien que ce qu'on a appelé la contre-offensive de Zelensky a échoué, qu'elle ne peut pas réussir. Et donc, il y a toute une discussion maintenant. Il y a probablement des négociations secrètes. Mais le but des États-Unis était de faire que le conflit dure longtemps, que la Russie soit affaiblie économiquement par le boycott, c'est un échec, et qu'elle soit isolée internationalement, c'est un échec aussi. Donc maintenant, ils ne savent pas bien comment s'en sortir. Financièrement aussi, évidemment, ces guerres-là profitent énormément aux marchands d'armes. Donc cela, ils poussent pour que ça dure, aussi bien en Ukraine qu'à Gaza. La mort, ça leur apporte beaucoup. Mais il y a des dirigeants politiques, et même dans la CIA, qui avertissent et qui disent les États-Unis vont se faire complètement isoler, il faut trouver une porte de sortie, sinon on va perdre beaucoup de nos relations. Il y a quelques jours, Poutine est allé discuter avec les Émirats arabes unis, avec Oman, avec l'Iran, avec l'Arabie saoudite, pardon, tous des pays qui normalement sont tout à fait alignés sur les États-Unis. Donc, ça leur fait peur. Et je crois que pour que ça s'arrête, là aussi, ça dépend de nous, ça dépend de la pression. Il faut publier et discuter sur le fait qu'on nous a caché les vraies causes de la guerre d'Ukraine. On nous a caché que c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne qui voulaient que ça dure le plus longtemps possible. On nous a caché que François Hollande avait déclaré, enfin on en a un peu parlé, mais on a essayé d'étouffer l'affaire, que François Hollande avait dit bien sûr les Ukrainiens, il ne faut pas négocier, ils doivent se battre jusqu'au dernier contre la Russie. Donc c'est quand même énormément scandaleux. Et je crois qu'on a un rôle très très important à jouer sur ce plan-là. Et je pense que ce serait intéressant de montrer que justement la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, c'est toujours la même chose et c'est toujours les mêmes intérêts et c'est notre rôle à nous de travailler à
à la faire arrêter. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment reconstruire un mouvement pour la paix, un mouvement anti-guerre très fort, basé sur la critique de l'information. Je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps avec vous. Je vous ai envoyé par mail à tous les deux deux annonces sur justement ce débat, cet atelier média qu'on va faire à Bruxelles dimanche de la semaine qui vient. Alors, VRP, si tu l'as reçu, est-ce que tu peux me le réenvoyer? Parce que je ne le trouve pas. Et, je regarde. Voilà. Et monsieur Colomb. Voilà. Ah, voilà. Monsieur... Peut-être un rendez-vous proposé. Oui, sinon Michel me l'a envoyé uniquement à moi, je le transfère tout de suite. Ouais, transmettez-le-moi. Monsieur Colomb, à la limite, un petit mot de la fin. Oui. Écoutez, je pense que c'est vraiment bien une initiative comme celle que vous avez prise. Je serais très content d'avoir les commentaires des personnes qui nous ont écoutés ou qui vont écouter. Je pense que c'est tout aussi important que ce que je raconte. Je pense que ce qui compte, c'est la situation sur le terrain, c'est-à-dire comment vous en discutez, les problèmes que vous rencontrez, les difficultés, quelles sont les choses qui passent pas bien, et aussi quelles sont les bonnes expériences quand vous expliquez les choses de telle ou telle manière, ça fait évoluer les gens. Voilà, voilà. Oui. Je pense que, j'insiste, vous avez un rôle très important à jouer, donc envoyez-moi les questions, les réflexions, et avec mon ami Augustin, on vous répondra le plus possible. Ben écoutez, c'est avec grand plaisir. Donc, vous avez entendu les amis sur le chat. Donc, toutes les questions, toutes les réflexions sur ce live, vous pouvez nous les communiquer soit oralement lorsque vous montez lors des lives, soit par mail à lejugeredoutable@gmail.com, soit directement sur le chat. On les transmettra à Monsieur Colomb et il y aura un retour. Monsieur Colomb, c'est, je ne sais comment vous remercier. Ça a été un honneur de vous parler. Ça a été un grand plaisir aussi de vous écouter. Et je pense que tout le monde partage mon avis. VRP, je te laisse. Écoute, je suis entièrement d'accord, je ne peux qu'abonder dans ton sens. Je remercie Michel Doublon parce que je sais que votre agenda est préféré et on a dépassé le temps que vous nous aviez accordé. J'espère que nous aurons le plaisir et l'honneur de vous accueillir pour un round de 2 où vous pourrez donc nous parler plus longuement de votre livre à paraître. Voilà. Au revoir Monsieur Colomb. Au revoir le chat. N'oubliez pas demain 14h30 avec Monsieur Chamir, Israël Chamir qui sera avec nous. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci, une bonne journée à tous.